Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui dévoile les coulisses de l'engagement et qui met en lumière les ONG. Dans les épisodes de cette deuxième saison, j'ai décidé de donner la parole à des artistes, des femmes et des hommes qui sont connus du grand public et qui ont choisi de mettre cette notoriété au service des grandes causes. L'artiste que je reçois dans cet épisode a choisi de créer. Alors, comme vous ne pouvez pas voir comment j'écris ce mot, je vais vous l'épeler. Elle a choisi de C-R-A-I-E-R, de créer. Elle sème des mots dans sa rue sur le trottoir. Elle adresse des messages aux passants, des messages écrits à la craie. Une manière pour elle de perdre, l'espace d'un instant, sa qualité d'adulte et de retrouver l'enfant qui sommeille au fond d'elle. Elle joue avec les mots comme on joue avec une balle. Et le trottoir, juste devant chez elle, devient sa cour de récréation. Elle dit que pour elle, écrire, c'est crier en silence. Les passants découvrent alors ces courtes phrases qui leur sont adressées. La première a été « Ça monte, hein ?» Il faut dire que son trottoir est situé à Montmartre et que les passants ont parfois le souffle court. Et ces phrases parfois drôles, parfois philosophiques, parfois poétiques, parfois tristes, elles disparaissent. Une pluie, le seau d'eau d'un agent d'entretien, elles ne restent pas longtemps. Mais pour que cet éphémère dure, mon invité les photographie, ces phrases, afin de créer des images en noir et blanc, à la manière de Doisneau, et de les faire vivre pour l'éternité. Je suis très heureuse de recevoir cet artiste qui est aussi mon ami, Maru par HB. Bienvenue, ma chère Claudie. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Claudie. Bonjour Magali. Pour te présenter à nos auditeurs, je vais donner 3 indices marquants de ta carrière ou de ta vie et te demander de réagir spontanément à chacun d'eux. Tu écris dans la rue devant chez toi pour que l'on puisse voir ton art du ciel au départ, en hommage à Hervé Baudry, ton mari décédé, qui était aussi mon ami. D'ailleurs, ton nom d'artiste vient de là, je crois. Alors oui, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, Magali. C'est-à-dire que quand j'ai commencé cette démarche en mars 2017, il restait des craies de l'enfance de mes enfants. Et j'ai décidé d'en prendre une parce que je m'amusais de voir les touristes monter et avoir raté le funiculaire. Ils arrivent devant chez moi et disent « Où est le funiculaire ? Ah, c'est trop tard, vous avez monté les 3/4 de la butte. » Et donc ça m'amusait de les voir essoufflés parce que nous, les Montmartrois, on n'est plus essoufflés. C'est pas mal pour... Le cardio. Pour le cardio, pour maintenir la forme. Et en fait, ça m'a amusée et j'ai eu envie à la fois de les faire rire, pour ceux qui comprenaient notre langue, et à la fois de faire rire les voisins. Et j'ai écrit en très gros mes lettres. Par exemple, le F fait 1 mètre de haut, donc c'est des très très grosses lettres. J'ai écrit en très gros, ça monte, comme tu le disais en introduction de cet épisode. Et ça a fait rire beaucoup de gens. J'ai déjà photographié à l'époque le message comme je le photographie maintenant, c'est-à-dire en base de photos, pour laisser la perspective et à chacun la possibilité de continuer son chemin. Et en fait, mes amis m'ont dit « Mais c'est trop bien, c'est trop bien !» Et ils ont trouvé ça drôle, c'était frais, ça leur paraissait léger. Et puis, ça leur montrait que j'allais bien, puisque je venais de vivre un épisode de ma vie des plus horribles qui soient. Et je me suis dit « J'ai plein de choses à dire, en fait, donc je vais continuer. » Et petit à petit, j'ai peaufiné mon écriture. J'ai écrit des messages différents, comme celui qui a suivi, qui était « Ce n'est pas une rue, c'est une famille », Maru par HB. Et puis, c'est 3 semaines après, c'est l'inconscient qui avait parlé. Je n'avais pas encore commencé ma psychothérapie, ou à peine. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'écrivais pile là où Hervé, mon mari, comme tu le disais tout à l'heure, était mort. Il était tombé après un jogging d'une crise cardiaque. Et en fait, je savais très bien qu'il était mort là, mais j'ai pas sciemment écrit là où il est mort. Un jour, je me suis dit, en fait, je continue cette conversation et je m'adresse au ciel et je suis totalement athée, mais j'aime bien m'accrocher quand même à des petites bribes de spiritualité. Et je me suis dit, je continue cette conversation. Il était dessinateur de presse, donc ça me permettait de continuer
continué mes conversations. On avait des débats, on était quasiment d'accord sur tout. Hein. On avait des débats, on débattait beaucoup politique, social à la maison. Et ça m'a permis de continuer d'avoir des conversations. Alors, je les ai continuées avec d'autres gens. Je dirais pas que c'est un hommage, mais ça révèle la présence éternelle de nos morts, même quand ils sont pas là, en fait. Et quand je dis ça à mes amis, quand je me suis rendu compte de ça, j'en ai parlé à mes amis qui m'ont tous dit « Bah oui, mais t'es bête ou quoi, enfin, c'est évident, évidemment que c'est ça. » Ben non, c'était pas si évident. Et voilà, ça s'est transformé petit à petit. J'ai peaufiné mon écriture, j'y ai mis encore plus d'applications. Et puis, on m'a dit, mais crée des pages spécifiques sur Facebook et Instagram. J'ai dit, j'ai un tempérament addict. Je ne vais pas créer des pages spécifiques sur Facebook et Instagram parce que je vais y passer ma vie, je me connais. Et en fait, je l'ai fait et en fait, j'y ai passé ma vie. J'ai un petit peu ralenti maintenant parce que je trouve qu'on est très enfermé dans les algorithmes. En plus, on ne peut pas dire que les possédants des réseaux sociaux soient très rassurants en ce moment. Donc, j'ai un tout petit peu levé le pied. J'ai des carnets remplis de phrases, mais il faut vraiment que j'ai envie, la sincérité, d'avoir envie de les écrire. Sinon, je pense que ça se ressent, je pense que ça perd toute son âme. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un côté acte militant quand tu prends ta craie et que tu écris sur le trottoir, parce que tu réagis souvent à des faits d'actualité ? Complètement. C'est un peu comme le ferait un dessinateur de presse ou une dessinatrice de presse. Il y a à la fois l'actualité, mais il y a aussi des pauses avec de la poésie, de l'amour. J'hésite pas non plus à traiter du thème de la mort, parce qu'il fait partie malheureusement intégralement de la vie, et puis ça permet un renouveau, n'est-ce pas ? Mais il est vrai que ce qui m'a fait le plus connaître, on va dire, sont mes messages militants, à commencer par un hommage à Simone Veil, que j'ai fait le 30 juin 2017, jour de son décès. J'allais le soir même voir Blanche Gardin, et quand je suis sortie, j'ai vu qu'il y avait des dizaines de milliers de partages. J'ai pas tellement compris ce qui se passait. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que ce message parlait à beaucoup de gens et ça m'a à la fois rassurée, puisqu'il disait quoi ce message ? Il disait que bien qu'on ait acquis énormément de droits, nous les femmes, il fallait se batailler encore pour les préserver et en acquérir de nouveaux encore plus. Le texte, c'était Simone Veil avec le mot « veiller ». Elle veille Alors, sur nous. c'était Simone Sétain, « Les femmes restent en veille ». Tu es dysgraphique. Est-ce que c'est pas une jolie revanche d'avoir une si jolie écriture sur le trottoir ? Oui, je suis dysgraphique. Je pense que ça s'appellerait comme ça aujourd'hui. À l'époque, on disait plutôt que j'écrivais comme un cochon. D'ailleurs, j'ai écrit sur mon trottoir, ceci est une écriture de cochon. Ce qui n'était pas très gentil. J'en ai assez bavé avec les profs. Parce qu'en fait, c'est vraiment... quand j'écris sur le papier avec un stylo bille ou un crayon, un stylo plume, je suis illisible au bout de 2 lignes. Je m'applique au début, et après, je ne peux pas. C'est plus fort que moi. Ma main appuie trop fort, mon cerveau va trop vite, ma main pas assez, et du coup, ça donne des trucs complètement illisibles. Donc, je ne dirais pas que c'est une revanche, parce qu'il y a une forme de rancune dans ce concept, et j'ai pas tellement de rancune, même si on n'a pas tellement été gentil avec moi, mais je suis super heureuse, en tous les cas, d'avoir réussi à retrouver mon écriture originelle, celle qu'on fait sur les lignes de cahier en CP, pour pouvoir être comprise de tout le monde, parce qu'il s'agit de ça aussi, si on veut être compris, il faut écrire de manière lisible, sinon les messages ne passent pas, personne ne va faire l'effort. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors, comme l'engagement est quelque chose de sérieux, parlons maintenant des origines de ton engagement. Quel était ton premier souvenir de générosité enfant ? Je pense que c'est un état d'esprit général. Il y a toujours une forme de solidarité entre copines, de défendre la veuve et l'orphelin. La solidarité, la sororité, je la pratiquais avant que ce mot n'existe et n'apparaisse, heureusement, pour formaliser, pour définir, donner un nom à une réalité, c'est-à-dire la solidarité entre femmes. Mon acte de générosité, c'est l'écoute. Je pense que ça a été l'écoute des petites. Et petite fille, tu étais déjà rêveuse, c'était quoi tes rêves ? Je rêvais de ne pas avoir à basculer dans le monde adulte, mais c'est inéluctable. Et ça m'angoissait terriblement de me dire qu'il fallait... mais ça l'est toujours aujourd'hui, douloureux, qu'il fallait... c'est pas une question de paresse, enfin, je crois pas, mais avoir un rythme comme ça, avoir une obligation, tenir chaque mois pour pouvoir continuer le mois d'après, ça me terrifiait. Après, je venais évidemment pas d'une famille qui était rassurante financièrement, même si ma mère a toujours assuré. Et je pense que j'ai toujours eu conscience de la précarité du quotidien.
Et ça m'affolait terriblement. Tenir le plus longtemps possible, tenir le plus longtemps possible, tenir le plus longtemps possible. Est-ce que tes parents étaient engagés? Ça dépend ce qu'on appelle engagement. Mon père, avec qui j'ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans et dont j'ai plus tellement entendu parler après, était un gaulliste convaincu, et ma mère était beaucoup sous le joug de mon père, donc elle a longtemps voté comme lui, même si elle était seule dans l'isoloir, jusqu'à ce qu'elle décide de s'émanciper et qu'elle décide de voter Mitterrand. Je suis une enfant des années 60, et donc j'ai connu évidemment toute la phase Giscard d'Estaing, Mitterrand, etc. Et en fait, elle s'est vachement affranchie de la domination qu'elle subissait par la politique, en exposant clairement ses idées politiques de gauche. Et là, je me suis dit que j'ai certainement découvert que l'engagement politique, l'engagement tout court, c'était une façon de s'affirmer et de se libérer. Et je pense que ça a complètement forgé ce que je suis aujourd'hui. Quand tu étais enfant, le bien-être des animaux, c'était quelque chose de très important pour toi, je crois. Comment tu réagissais? Alors, j'adore les chats depuis toujours. J'ai des chats à la campagne. Je vivais dans un village de 300 habitants. Donc, autant dire qu'on adoptait un petit chat qui venait de naître très facilement. On ne faisait pas naître le bon chat de la bonne race qu'on payait 800 €. Non, on adoptait le petit chat qui venait de naître dans la botte de paille et que la maman avait abandonné. Et voilà, j'avais un copain à l'école, donc je ne donnerai pas le prénom ni le nom. Je ne le vois plus, mais qui n'était pas du tout gentil avec les chats. Genre, il les prenait par la queue, il les faisait tourner autour de lui. Horrible. Et moi, je détestais ça. Mais ça me rendait violente, en fait. Et je lui ai donné des bonnes roustes. C'est quand même, quand j'y pense, c'était assez hard de ma part. Mais voilà, c'était ma façon de défendre les chats. Maintenant, j'ai appris à défendre mes idées avec les mots, avec le sourire aussi, avec l'humour. Mais j'étais une petite fille assez tonique physiquement. À l'âge de 11 ans, tu découvres avec stupeur le racisme, je crois, à l'école. Comment tu découvres ce rejet de l'autre? Raconte-nous. C'est en 6e, à l'arrivée au collège. Je pense que le collège a une période assez charnière dans la croissance, dans l'évolution psychologique de l'enfant. Et 11-15 ans, là, il se passe beaucoup de choses. On découvre vraiment la vie à travers un autre prisme. Donc j'arrive dans un collège et moi j'ai toujours aimé les garçons bruns aux yeux noirs. Et là je m'aperçois qu'il y a plein de bruns aux yeux noirs et tout. En fait, on va le dire, c'était des enfants d'origine maghrébine. Je ne l'avais pas du tout dans mon village et je me dis, ils sont trop beaux et tout. Et je m'aperçois au fil du temps que c'était une population qui était stigmatisée. Et ça me choque, je ne comprends pas. Et puis j'en parle à ma mère, et moi, ma famille du côté de ma mère est d'origine italienne, donc ils sont arrivés peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait là, elle me lâche le morceau, elle me raconte comment les Italiens ont été accueillis, et comment ça s'est passé, et comment mes grands-parents ont été accueillis et traités. Et je me dis waouh. Et j'avais été préservée de ça, en fait. Alors, on avance un peu dans le temps, tu deviens ado, l'âge de la révolte. J'étais punk. T'étais punk? J'étais punk. Les cheveux tout droits et colorés? Les cheveux tout droits et colorés, assez coquettes. Alors, on mettait du gel, mais ça tenait pas bien. Donc, on faisait cuire du riz et on le mangeait, évidemment, mais on gardait l'eau amidonnée pour que les cheveux tiennent bien. Ça marche. Alors, c'était pas forcément l'époque, je crois, à l'époque de ton adolescence, mais la question des inégalités entre les filles et les garçons, ça te préoccupait déjà terriblement, non? Mais ça, je m'en étais rendu compte dans la cour de récré en primaire. Je dis qu'il était bien plus aisé, bien plus facile d'être un homme un garçon, qu'on avait plus de place. Ça prenait plus de place dans la cour de récré. Moralité, qu'est-ce que je fais? J'ai envie de jouer au foot. Et je jouais au foot. Et d'ailleurs, le seul club qui existait dans mon village, c'était le club de foot. Et ma mère m'a laissé y aller. Et je trouvais que la position de garçon leur était favorable. Je trouvais ça pas super juste. Il y avait plus de possibilités pour eux déjà à l'époque. C'est toujours le cas aujourd'hui, même si ça avance un tout petit peu. C'est ce que j'allais te demander. Tu trouves que ça change? Mais non, au moins on en parle. Mais quand on voit le regain de masculinisme exacerbé, c'est un tout petit peu inquiétant. Mais on est là et le militantisme, c'est ça aussi, c'est dans le quotidien. C'est lancer des petits messages tout le temps, discuter, relever les choses quand on n'est pas d'accord, ouvrir les esprits. C'est ça pour moi le militantisme. Il se passe à travers mes messages sur le trottoir, mais finalement, ce n'est que représentatif de tout ce que je suis toujours. Alors on ouvre une autre séquence de questions où j'aimerais qu'on parle de l'engagement des artistes.
Un sujet compliqué. Pas que de toi, mais des artistes en général. Est-ce que tu penses qu'un artiste peut ne pas être engagé et pourquoi ? Parce qu'il a le droit déjà. Donc oui, je pense qu'un artiste peut ne pas être engagé. Il peut produire du beau. Après, produire du beau avec un grand B, c'est-à-dire pas au sens de l'esthétique, mais au sens de l'art, de ce que ça déclenche, de ce que ça apporte dans l'histoire de l'art. C'est aussi une forme d'engagement, de produire du beau, de produire des respirations dans un monde qui est difficile. C'est aussi un engagement. Donc peut-être que tout art est finalement un engagement, mais en tous les cas, quand un artiste n'a pas la volonté ou n'a pas la conscience de mener un combat, il a pour moi quand même tout à fait une légitimité. Faire des superbes tableaux de belles fleurs, faire des portraits, tout ça, on en a largement besoin. Et quelle responsabilité a-t-on quand on est artiste vis-à-vis de son public ? De pouvoir répondre de ce qu'on dit et de ce qu'on avance, d'avoir les sources, de pouvoir donner des explications, d'échanger, de ne pas manipuler. Mais l'idée globale, quand même, je pense que être artiste engagé, ça crée forcément une communauté de confort autour de soi, parce qu'on attire des gens qui nous ressemblent. Et c'est le cas sur les réseaux sociaux. Donc il faut aussi réussir à sortir de ce confort. C'est pour ça que je suis un petit peu moins présente en ce moment dans les réseaux sociaux, parce que l'algorithme nous conforte dans ce qu'on pense, et je pense que c'est bien d'aller plus loin. C'est-à-dire que les gens comme moi ont leur réseau et leur algorithme qui leur remonte des idées similaires, et les fachos, ils sont inondés d'idées fachos. Et c'est important de poser des questions tout le temps et de répondre à des questions par des questions. Voilà, au risque de se confronter à des commentaires difficiles, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, parce que quand j'écris, je suis à quatre pattes dans la rue, c'est un engagement par le corps aussi, c'est physique, on peut très bien, je suis à la portée de tout quand je suis à quatre pattes dans la rue, concentrée sur ce que j'écris. Le street art, est-ce que c'est pas une forme d'expression propice à l'engagement ? Oh si, parce que le point commun quand même du street art et de l'engagement, pour moi, c'est la rue. Oui. Pour moi, manifester, c'est l'essence même de la vie. Je pense aussi loin que je puisse me souvenir. J'ai manifesté dans la rue. La rue, c'est là où tout se passe. C'est là où on a fait la Révolution. C'est là où on a mis des barricades en 1830. C'est là où on a mené la lutte de la Commune. C'est là où on a arrêté la réforme en 1986. J'étais étudiante à l'époque. Ça s'est très, très mal terminé pour les étudiants de l'époque, avec la mort de Malik Oussekine notamment. Et c'est par là que ça passe. Après, en ce moment, elle n'est plus très écoutée, donc je pense que c'est un danger. Je pense que c'est réellement une erreur de la part du pouvoir de ne pas écouter la rue. Mais oui, la rue est extrêmement propice à l'engagement. Est-ce qu'il y a des artistes dont tu admires l'engagement ? Alors, il y en a une dont j'admire l'engagement, la pugnacité, c'est Andrea Bescon. Elle défend un combat particulier. Elle défend un combat particulier. Elle a été victime, pas d'inceste, de pédophilie par c'est un ami de la famille, donc c'est quasiment de l'inceste, parce que c'est comme un oncle, j'imagine. Je vous conseille de regarder son film Les Chatouilles et d'aller voir son spectacle. Elle le rejoue, Les Chatouilles, elle est seule en scène. C'est de la danse, mais c'est aussi du théâtre. Elle joue plein de personnages, elle est absolument fabuleuse. Je l'ai vue avec ma fille de 21 ans, ouais, et on moi a adoré. Aussi. J'y suis allée avec mes enfants et leurs amoureuses, et c'est pareil, ils ont adoré. C'est tellement poignant. Et alors, elle bouscule tout. En tant qu'artiste, et en tant que femme engagée, parce que si vous la suivez sur Instagram, elle a ses posts noirs et ses posts blancs. Ses posts noirs dénoncent et ses posts blancs annoncent les bonnes nouvelles. Autant vous dire qu'il y a 90% de posts noirs et 10% de posts blancs. Quand est-ce qu'on décide, quand on est artiste, de rendre son engagement public, selon toi ? Quand on en a l'envie ? Quand il y a une urgence ? C'est-à-dire que moi, j'ai écrit pour faire passer des messages, donc je ne sais pas qui de l'œuf ou de la poule, mais quand on n'a rien à dire, on ne fait rien, en fait. À partir du moment où on dit, l'œuvre, je pourrais écrire sur mes carnets, si c'est vu par personne, ça ne sert à pas grand-chose, à part à me faire plaisir. Donc, une œuvre n'existe que s'il y a des yeux pour la voir, ou l'entendre, ou l'écouter, ou la toucher, ou voilà. Paf, 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 le loup. La question poil à gratter.
Il y a toujours plein de causes, tu nous en as parlé de certaines, mais j'ai envie de te poser une question de la chanson des Enfoirés de Coluche, qui n'est pas de moi. Qu'est-ce qui ne t'empêche pas de dormir, mais gâche un peu le goût de tes plaisirs? Je pense qu'en côtoyant mes enfants, je suis ultra sensible à la cause LGBTAQIA+. Et je suis assez choquée en fait que des gens comme J.K. Rowling perdent leur temps à être transphobes en prétendant que c'est une idéologie. C'est pas une idéologie. On est dans un corps et on n'est pas né dans le bon. On le dit, on fait ce qu'il faut. Point. Mais qu'est-ce qu'elle a à perdre du temps avec tout ce qu'elle a accompli, à être transphobe? Enfin, c'est quoi ces gens-là, en fait? De quoi ils se mêlent? Donc, je trouve ça super intéressant, en tous les cas, de réfléchir sur la question du genre. Hein, on n'en est pas femme, on le devient. Je suis pas la première à trouver ça intéressant, apparemment. Et je trouve que ça ouvre des portes qu'on voyait même pas, en fait. Comment tu t'investis pour des causes à travers ton art, sur les réseaux sociaux? J'ai un peu l'impression que tu t'investis plus pour... des faits d'actualité, en fait. Oui, je m'investis plus pour des faits d'actualité, mais je partage beaucoup quand même sur la cause des femmes. C'est ce qui fait battre mon cœur, en dehors de l'amour que je porte à mes proches. C'est vraiment ce qui fait battre mon cœur parce que les femmes, c'est 50% de la population et on est à égalité en nombre, mais pas en droit. Et il ne faut pas regarder que la France, c'est partout dans le monde. Et c'est pire dans d'autres pays et c'est mieux dans d'autres. Et il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a, il faut toujours voir plus loin, il ne faut pas s'arrêter. Si on s'arrête, on recule. C'est assez simple. Donc je dirais que la cause féministe est vraiment au cœur de mes préoccupations, mais c'est LGBT, QIA+, c'est le prolongement de ça. Le féminisme est un humanisme. Alors justement, que serais-tu prête à faire pour cette cause féministe en lettres capitales, puisqu'elle englobe plein de combats? Devenir marraine d'une association, devenir bénévole, participer à l'organisation d'un événement? À titre personnel, je pense que je pourrais devenir bénévole un jour, mais je dois avouer que je préfère consacrer mon temps à l'écriture cette démarche telle que je la mène actuellement, parce que elle me cantonne pas à une seule chose. Même au sein du féminisme, hein, il y a plein de luttes, de causes différentes. Des événements, j'en ai déjà fait, à l'UNESCO notamment, dans différentes médiathèques, à Conflans-Sainte-Honorine, sur des thématiques humanistes, au musée de l'éducation, à l'Alliance française, dans le 18e arrondissement, qui est mon quartier chéri, et dans des parcs qu'il fallait un peu réhabiliter, parce qu'il fallait que les gens reviennent dans ces parcs qui étaient considérés comme dangereux et qu'il fallait réhabiliter, ce qui était chose faite. Voilà, je fonctionne plus en coup par coup que pour une association. En avant les histoires. Elle est pas belle, la vie? Et c'est pas fini. Retour vers la pub. Je sais que dans la vie, tu as un peu une double vie. Il y a ta vie d'artiste, dont on vient de parler beaucoup, et puis aussi, tu joues avec les mots, mais ton métier aussi est d'être conceptrice-rédactrice dans la pub, depuis très longtemps d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu penses que justement l'art engagé est plus fort que la pub pour défendre une cause? Est-ce qu'ils se complètent? Ouais, ça se complète complètement. Je pense que l'un peut vivre sans l'autre. La pub vit sans l'art et l'art vit sans la pub, même si la pub utilise des ressorts artistiques. Mais je pense que pour les causes, les deux sont nécessaires. L'art pour l'éveil, sachant que l'art, en général, il vient pas à nous, c'est plutôt nous qui allons à lui, excepté le street art. On boucle la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, je pense que la pub qui va aux gens, elle est absolument nécessaire, d'autant que le nerf de la guerre dans les causes, dans les luttes, c'est quand même la récolte de dons. Je pense qu'on peut tomber à peu près d'accord là-dessus, le besoin d'argent. Et il semblerait que l'État soit de plus en plus désinvesti dans le financement des associations. Donc malheureusement, c'est pas normal, mais malheureusement, je pense qu'il faut donner. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Et pour finir cet entretien, ma chère Claudie, je vais te poser des questions rapides et tu vas me répondre sans trop réfléchir ce qui résonne en toi spontanément. Un artiste qui t'a bousculé? Andrea Bescon. Un morceau de musique qui te reste en tête? Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. C'est ma chanson préférée, je l'aime, elle me fait pleurer, en me procurant du bonheur.
Et bien justement, j'enchaîne sur le dernier film que tu as aimé et vu au cinéma. Je suis obligée de dire un des derniers films que j'ai vu au cinéma, parce que ce qui me vient, moi je suis une fan totale de Jacques Demy, hein, c'est pas pour rien que je viens de chanter ce que je viens de chanter, même si ça c'est la chanson de la bande originale de l'affaire Thomas Crown, qu'il avait d'abord écrit en anglais, Michel Legrand. Moi j'adore Les Parapluies de Cherbourg, ça date pas d'hier tu me diras, mais je trouve que ce film est d'une grande modernité. Demy c'est quoi ? C'est du cœur et de l'esprit, c'est-à-dire qu'à travers ces petites chansons, je dis petite sans que ce soit péjoratif, à travers des chansons qui sont toutes douces, qui ont l'air anodines. C'est un film qui parle de la guerre d'Algérie, dans les années 60. C'est un truc de fou, c'était même pas dans les livres d'école. Et cet homme, à travers des bonbons roses, nous faire sortir la noirceur de ce monde. Et je l'adore pour ça. Après, au cinéma, j'ai adoré Emilia Pérez, évidemment. Mais est-ce que ça vaut le coup de donner des évidences ? Anatomie d'une chute, La zone d'intérêt. Et un petit truc en plus. J'ai trouvé ça trop bien. Un livre engagé qui t'a inspiré ? King Kong Theory, évidemment. Cher connard, de la même personne. De la même Virginie Despentes. Ouais, je la trouve extraordinaire. C'est une punk. Je vois qu'on lit les mêmes livres. J'ai adoré, évidemment, Triste Tigre. Oui, aussi. Voilà, des sujets, j'ai fait toute la littérature dans ce sens, hein, donc la Familia Grande, le consentement que je trouve absolument révolutionnaire. Je pense que tout le monde devrait lire ce livre. Et pour finir, un dessinateur de presse que tu trouves particulièrement juste ? En dehors d'Hervé Baudry, tu veux dire ? Oui, bien sûr. J'adore Coco, une Pourquoi ? dessinatrice. Pourquoi ? Parce que chacun de ses dessins sont bien sentis, parce qu'elle est Charlie, parce qu'elle va jusqu'au bout du truc, parce qu'elle lâche rien, parce que c'est une survivante et que ça doit être super dur. Parce que la date du 7 janvier 2015, c'est celle qui a fait basculer beaucoup de vies, y compris beaucoup de vies de Français. Moi, personnellement, je ne suis plus la même depuis le 7 janvier 2015. C'était le cas d'Hervé aussi. Et j'admire le fait de continuer. Avant de nous quitter, parle-nous de ton actu, chère Claudie, et de tes dernières punchlines. D'ailleurs, est-ce que tu en as déjà un petit peu en tête ? Oui, j'ai des punchlines en tête. Je ne te les révèle pas. D'accord. Même pas une en exclu. C'est très rare que je les dise à l'oral. Déjà, j'en ai dit 2 ou 3 aujourd'hui. Ouais. Et c'est très, très rare. Parce que comme il se passe quelque chose quand on les lit en général, parce que je fonctionne par homonymie, holorime, et donc j'ai un petit peu du mal à les dire, moins à les écrire. Donc mon actu, ça a été donc une expo qui vient de se terminer rue des Noyers à la Friche. Une collective sur le thème du calendrier des PTT, parce que c'était une unité de médium, une figure imposée pour tous les artistes, pour une question de place sur les murs. Et la prochaine expo à la Friche, c'est sur l'année du serpent. C'est d'ailleurs mon année de naissance, donc je ne suis pas née cette année, hein, mais pas loin. Sinon, en termes d'actu générale, on va dire que cette année, je vais suivre de très près l'affaire Pellico qui va reprendre d'ici décembre 2025 puisque 17 personnes ont le toupet de faire appel. 17 coupables puisqu'ils sont pris en vidéo, donc on ne va pas... Puis ils sont reconnus coupables, ça y est, font appel, on va voir ce que ça donne. Je suis vraiment désolée que Gisèle Pellico ait à revivre ça. Et je vais être très curieuse aussi de voir comment la législation, comment les associations, comment les groupes de réflexion de l'Assemblée nationale vont mettre en place tout ce qu'il faut pour faire évoluer la loi suite à cette affaire pour protéger davantage les femmes, les enfants et toute personne qui subirait des violences de cet ordre et notamment la soumission chimique. D'ailleurs, on va avoir bientôt le procès Le Squarneck, qui est un chirurgien du tube digestif qui est présumé innocent de 299 viols d'enfants. Ça se passera en Bretagne, ce procès, et ça va être un procès qui va remuer beaucoup de choses aussi, et je suis ça de très près. Et voilà, c'est déjà la fin de notre voyage ensemble et de cet épisode de podcast. Il me reste à te remercier chaleureusement, chère Claudie, ou chère Maru par HB, d'être venue passer quelques instants avec moi et avec nos auditeurs. On embrasse au passage Hervé, qui nous écoute du ciel, j'en suis sûre. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode. Mademoiselle Pitchoner est disponible, je le rappelle, sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aller découvrir tous les invités qui m'ont fait l'amitié de venir à mon micro. À bientôt. Merci Magali, au revoir. Merci Claudie. Ça passe vite. Ça passe super vite.